Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 14 février 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, tellement de news que je vais séparer l'actualité en deux. Il y aura un point airdrop à part parce que j'ai vu au moins une dizaine de news sur le sujet passé, donc je préfère faire deux formats aujourd'hui. Donc, on commence par une news que j'ai vu relayer plein de fois et mal interprétée. Les ETF sur Dogecoin, alors a priori ça arrive bientôt, mais non, pas tant que ça. On a la SEC qui a reconnu le dépôt de formulaire 19B-4 de Grayscale pour un ETF sur Dogecoin, mais ça signifie pas que c'est approuvé pour le moment. C'est une première étape sur la route de l'approbation, donc c'est pas non plus une mauvaise nouvelle dans ce sens-là, mais j'ai vu tout de suite des posts de gens dire « Allez, ça y est, va y avoir des ETF sur Dogecoin, vous êtes pas assez bullish ou quoi que ce soit ». D'ailleurs, j'en peux plus de voir cette phrase à chaque fois « Vous êtes pas assez bullish, vous êtes pas assez bullish alors qu'on a limite des airs de bear market en ce moment. Enfin bref. Peut-être que je ne suis juste pas assez bullish et que j'arrive pas à reconnaître le talent de certains, j'en sais rien. En tout cas, ça arrivera probablement un jour, ces ETF sur Dogecoin, je pense que ça arrivera aussi, mais on n'y est pas encore, c'est qu'une petite étape sur la route des ETF. On a Tether qui pourrait devoir vendre ses bitcoins pour se conformer aux réglementations américaines proposées sur les stablecoins. Alors, c'est news à prendre avec des guillemets pour plusieurs raisons. Déjà, ces réglementations, elles sont pas encore actées, elles sont pas encore signées, il y a juste eu des propositions. J'avais parlé de la proposition Genius dans un dernier DeFi Actu d'ailleurs, et en plus de ça, Tether, ils sont en excédent sur leurs réserves de l'USDT. Il y a des audits ou plutôt des rapports de temps en temps sur ce qu'ils ont dans leurs réserves. Il n'y a pas que du cash, il n'y a pas que de l'équivalent dollar, ils ont un petit peu de tout, ils ont de l'or, ils ont du bitcoin. D'ailleurs, sur 2024, leur plus grosse source de revenus, c'était leurs investissements sur bitcoin, sur l'or et compagnie. Enfin, revenus. Je pense qu'on parle plus de profits non réalisés, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, Tether, du coup, ils sont en excédent, ils ont plus de collatéral que du USDT qui est en circulation, et du coup, les bitcoins qu'ils ont dans leur trésorerie, on va dire, ça excède en partie la supply de l'USDT. Alors oui, si le bitcoin baisse, etc., ça va moins excéder la quantité d'USDT en circulation, mais vous avez compris l'idée. Donc, dans ce cas-là, si ils ont au moins 100%, on va dire, d'équivalent cash dans leur collatéral, je pense pas qu'ils aient nécessairement besoin d'aller vendre leur BTC. En plus, si je me souviens bien, Tether, ils ont plusieurs branches, et la branche, en gros, qui a les bitcoins, qui a investi dans bitcoin, c'est une branche à part de Tether. C'est une sous-branche, un sous-domaine de Tether. On en entendra parler, j'en suis à peu près sûr, de Tether, des news autour des stablecoins, mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. On a la société GameStop qui envisage d'investir dans le bitcoin. Ça, pour le coup, ça m'étonne pas trop, parce que GameStop, mine de rien, c'est pas une entreprise si rentable que ça. Alors oui, il y a eu toute l'histoire avec les Wall Street Bets et compagnie, c'était de la pure spéculation. Factuellement, les boutiques de jeux vidéo physiques, c'est pas ce qui vend le plus, surtout que ça va de plus en plus vers le dématérialisé. Je sais quand même de quoi je parle vu que c'est un domaine qui me passionne aussi, les jeux vidéo, mais c'est vrai, il faut reconnaître que GameStop ne fait pas que ça. Alors je suis pas aux États-Unis, mais on a l'équivalent en France, d'ailleurs il me semble que Micromania et compagnie, ça a été racheté par GameStop ou une entreprise similaire, je sais plus, je crois que c'est par GameStop directement. Enfin bref, là je m'éloigne un petit peu. Les boutiques de jeux vidéo en France, aux États-Unis, c'est à peu près le même business model maintenant. Elles vendent les jeux vidéo physiques qui viennent de sortir, mais elles vendent surtout des produits dérivés. Il me semble que c'est sur ça qu'ils font même le plus de marge, le plus d'argent. Donc ils arrivent quand même à trouver des trucs pour survivre, mais je pense pas que malheureusement c'est un type de boutique qui va réussir à vivre éternellement. En tout cas, c'est mal barré, je trouve. Donc pourquoi pas investir dans BTC, why not? Après, j'ai forcément mes biais de ce côté-là. On a une très bonne nouvelle du côté de l'Ethereum Foundation. J'en ai parlé dans le dernier DeFi Actu. Ils ont mis 50 000 Ethers sur un multisig pour l'écosystème Ethereum, pour utiliser l'écosystème Ethereum, enfin pour une fois que la fondation ne vend pas des Ethers. Et là, ça y est, la trésorerie du coup de l'Ethereum Foundation a déposé des Ethers dans plusieurs protocoles, majoritairement AAV, il y a 30 800 Ethereum déposés sur AAV, 4200 sur Compound et 10 000 sur Spark. Il doit en rester quoi? Il doit en rester 5000 sur leur portefeuille, donc je sais pas ce qu'ils ont prévu d'en faire des 5000 autres, mais je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un peu anecdotique comme news, mais c'est la première fois que l'Ethereum Foundation montre enfin qu'on peut utiliser son écosystème. On est quand même en 2025, Ethereum ça a quasiment 10 ans déjà, donc c'est assez fou qu'il ait fallu autant de temps que ça pour qu'il montre réellement
qu'on peut utiliser leur écosystème et que l'Ether, ça sert pas juste à être vendu pour payer des gens ou quoi que ce soit. Ah, on a eu un retournement de veste de la part de CZ. J'ai vu plein de blagues autour du fait que, oh là là, si c'est pour nous faire ça, il aurait dû rester en prison ou quoi que ce soit. Je comprends que CZ ait envie de lancer un petit peu de hype sur son écosystème. Voilà, ça reste son bébé Binance, la Binance Smart Chain et compagnie. Et du coup, CZ, il a partagé son chien, son histoire. Alors, il est très mignon, hein, je dis pas le contraire, mais il y a quelqu'un qui a repartagé un vieux post de CZ qui disait qu'il n'était pas contre les mêmes coins, mais que ça devenait un petit peu bizarre ces temps-ci. Allez, et si on construisait des réelles applications qui utilisent la blockchain? Voilà, assez drôle de voir que finalement CZ, il fait comme tout le monde, voilà, il a de la notoriété, il partage son chien, et étonnamment, ça fait du volume, ça fait de l'activité, puisque je l'ai pas mis de côté, mais le volume de PancakeSwap a dépassé celui d'Uniswap sur une journée, comme quoi ça a relancé un petit peu la hype sur cet écosystème, malheureusement, hein. Je pense pas que ce soit pour des bonnes raisons, ni que ça va durer. Après, il y a 2-3 petits airdrops que je farm sur la Binance Smart Chain, donc s'il peut y avoir encore un petit peu de hype jusqu'à ce que les airdrops tombent, je dis pas non, bien évidemment. Une petite news autour des stablecoins, c'est l'USDC d'Aptos qui est disponible maintenant sur Coinbase. Un petit peu anecdotique comme genre de news, mais j'aime bien voir ça passer. Allez, on enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour. J'ai vu que un hack ces derniers jours, mais bon, c'est pas un petit hack, donc ça équilibre la balance malheureusement. On a Zcalend qui s'est fait exploiter à hauteur de 9 millions de dollars. Les fonds, ils ont déjà été bridgés sur Ethereum, et c'est pas parti sur Tornado Cash, cette fois-ci c'est parti sur Rategun. Il y a une myriade d'outils pour que les hackers, les vilains de la DeFi puissent, entre guillemets, essayer de cacher un petit peu leurs traces, et même parfois des outils centralisés, hein. Ça passe souvent sur des exchanges ou quoi que ce soit, donc oui, ces outils, c'est utilisé à mauvais escient ou quoi que ce soit, mais il y a des outils que vous utilisez probablement tous les jours qui sont utilisés à mauvais escient, et pas que dans les cryptos. Je sais pas, j'aime pas trop ce côté de voir que le mauvais sur un outil, enfin bref. 9 millions de dollars exploités sur Starknet. D'après un post de Slowmist, si je comprends bien, ce qui s'est passé, c'est au niveau de la librairie SafeMath, et en gros, il y a un problème avec la fonction des divisions dans cette librairie, c'est qu'elle va arrondir, mais en dessous, sur certaines divisions. Le souci, c'est que si on arrondit en dessous, en gros, on peut se retrouver dans une situation où on peut récupérer plus de liquidités que ce qu'on est censé récupérer. Admettons que j'ai 1000 USDC, je vais les déposer sur Zcalend, ça va devenir des ZUSDC. Si je sais exploiter cette librairie, si je sais exploiter la faille qu'il y a derrière ce contrat, je peux magouiller un petit peu, et avec mes 1000 ZUSDC, pas récupérer 1000 USDC, mais en récupérer, j'en sais rien, moi, 1500, 2000, je dis ça à titre indicatif, donc ensuite je les redépose, je refais la même chose, et vous comprenez l'idée, c'est comme ça en fait qu'on peut se retrouver avec 9 millions de dollars dérobés sur un protocole, surtout que maintenant les frais sont très peu chers sur la blockchain Starknet, donc ça peut être rentable, hein, malheureusement, ce genre d'opération. Bref, faites attention à vous, je sais pas trop ce qui va se passer du côté de Zcalend, ils ont fait un post pour dire le méchant hacker rend les fonds, t'as le droit de garder 10%, sinon on lance les attaques en justice. Il me semble que la deadline c'est le 14 ou le 15 février. Ça arrive de temps en temps, malheureusement, j'espère que les fonds seront restitués, seront retrouvés, mais j'ai pas les chiffres sur les taux de hack où les fonds sont restitués, mais je pense pas que ça dépasse les 10% malheureusement. Allez, trêve de négativité, on enchaîne avec les levées de fonds. J'en ai vu beaucoup ces derniers jours. Pas d'énormes levées de fonds, en général c'était quelques millions de dollars par-ci par-là. Alors quelques millions de dollars c'est beaucoup d'argent, hein, mais quand on compare à 2021 où tous les jours limite il y avait 100 millions de dollars investis sur des projets, hein, voilà, ça fait quand même un sacré écart. Bref, on commence par Plasma, une blockchain autour de Bitcoin et EVM compatible qui lève 24 millions de dollars. D'ailleurs on voit qu'il y a Paolo Arduano dans les investisseurs. C'est le gars, c'est le CEO de Tether, donc c'est pas Tether directement qui investit dessus, mais que ce soit Tether ou son CEO, mine de rien, ils s'investissent pas mal sur l'écosystème Bitcoin au large.
Ensuite, on a eu une public sale du côté de Wallet Connect, 4 millions de dollars qui ont été levés. J'ai pas du tout suivi cette public sale, donc bon, écoutez, hein, tant mieux, il y aura des fonds au moins au lancement de ce token. D'ailleurs, j'ai pas du tout suivi les actualités, il me semble que l'airdrop devrait tomber ce mois-ci, je m'en souviens plus du tout. On a Bidask, un protocole index de liquidité concentrée, donc globalement un Uniswap V3 sur la blockchain Ton, qui a reçu du soutien de la part de DWF Labs, donc des market makers. Je me demande ce que ça va donner tout ça. Mine de rien, il y a quand même pas mal d'investisseurs qui mettent des sous sur Ton, mais je suis toujours pas convaincu par la DeFi sur cet écosystème. Après, qui sait, peut-être que ça va nous faire comme une Solana sur le prochain cycle, le truc va aller à zéro quasiment pendant le bear market et ça va se relever d'un coup et on va rien voir venir, j'en sais rien. Ensuite, on a Teneo, une plateforme de tokenisation et d'utilisation de données décentralisées. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'en sais rien. Ils ont levé 3 millions de dollars. On a Blum, j'aurais dû la mettre avant pour être dans la continuité, donc une mini app de trading sur Telegram qui a levé 5 millions de dollars, et on a beaucoup de gros noms dedans. On a Easy Labs. Vous vous souvenez de qui c'est Easy Labs si vous avez suivi les derniers DeFi Actu? Ouais, c'est Binance Labs évidemment qui se sont renommés. On a OKX Ventures, on a Spartan aussi, que je vois assez souvent. On a quoi d'autre? Fireverse, une plateforme de musique avec de l'intelligence artificielle. Donc j'imagine que c'est un petit peu comme Suno, sauf que là, il y a une notion de Web3. Attention, on est sur le Web3, ça rigole pas. Ils ont levé 2,5 millions de dollars. On a DeFi App, une super app de la DeFi. D'ailleurs, ils ont fait une pub récemment pour montrer que voilà, même ta grand-mère, elle peut utiliser la DeFi. Regarde, c'est trop facile, elle peut prendre sa carte bancaire, elle met 1000 balles sur la blockchain et ensuite, voilà, elle se ruine sur des meme coins. C'est super. On a besoin de plus d'exit liquidity. Donc ils ont levé 4 millions de dollars avec une préévaluation à 100 millions de dollars, ce qui est quand même beaucoup, hein. C'est un facteur x25. C'est quand même, en général sur les projets crypto, j'ai l'impression qu'on est plus sur un facteur x10, la x25 ça me paraît beaucoup, et la dernière acquisition c'est Catalyst System qui a été acquis par Liffy. Liffy c'est l'entreprise, ouais je pense qu'on peut dire l'entreprise, bon peu importe, l'entité derrière Jumper, hein, le fameux protocole Jumper, et globalement cette acquisition, ça va leur permettre de rendre Jumper plus performant et plus rapide. En parlant de rapidité et de performance, on enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités sur lesquelles on n'a pas besoin de s'attarder, mais qui sont quand même intéressantes, et on commence par Arbitrum. Alors on pourrait s'attarder sur cette information, mais comme j'ai pas assez de recul pour l'instant, je vais juste le passer vite fait dans cette Minute DeFi, et peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. Donc ils ont lancé quelque chose qui s'appelle Bold, et de ce que j'ai compris, ça permet à n'importe qui de devenir validateur sur le réseau Arbitrum. Alors je mets des guillemets à n'importe qui, parce que je suppose qu'il faut un minimum de critères techniques, peut-être économique aussi pour participer à ça, mais voilà, ça rend le réseau un peu plus décentralisé, un peu plus sécurisé, un peu plus performant, etc. Après j'ai vu qu'il y avait des commentaires du style que par rapport au système de fraude, il fallait avoir des quantités astronomiques d'Ether, genre 1000 Ether, 3600 Ether pour pouvoir disputer une potentielle fraude sur le réseau Arbitrum. Donc j'ai pas le recul technique encore sur cette nouveauté du côté d'Arbitrum, mais on peut quand même dire que ça va dans le bon sens de la décentralisation. On a Lens Chain qui va bientôt se lancer et qui va utiliser le Go, donc le stablecoin de AAV, comme gas token, donc comme token pour payer les frais de transaction, sauf que, eh ben, ils nous font un petit mytho. C'est pas le premier layer 2 qui a un stablecoin comme gas token. Alors vous allez me dire, non, t'es bête ZK, Gnosis c'est pas un layer 2, donc techniquement ils mentent pas. Je pensais pas à Gnosis. Tout le monde l'a oublié, moi le premier d'ailleurs j'avais oublié de réclamer mon airdrop sur cette blockchain, parce qu'on avait une période de genre une semaine et j'étais complètement flemmard, j'ai pas été le faire. Bon après je vous rassure, je suis passé à côté de genre 5 ou 10 dollars, hein. Ça va, c'est pas la mort. Est-ce que ça vous donne un petit indice, là, ce que j'ai dit? C'est la blockchain Zkfr, c'est les premiers à avoir fait un layer 2 avec un stablecoin comme gas token, puisque les frais se payaient en USDC. Je me demande s'il n'y en a pas eu d'autres d'ailleurs, mais il n'y en a pas d'autres qui me sont revenus à l'esprit. On a Stargate, voilà, on enchaîne, hein, direct, sans transition, Stargate qui intègre Unichain, et il y a même un vote de gouvernance pour l'instant sur la DAO pour est-ce qu'on lance une pool de liquidité sur la Unichain avec l'USDC et l'Ethereum. Bon bah si vous avez des tokens Stargate, allez voter, hein, tant qu'à faire. Ça arrivera probablement, je pense pas que ce soit refusé sur la DAO, vu qu'Unichain ça reste un layer 2 qui a l'air assez pas. Je sais pas si c'est populaire, mais on va dire accepté par la communauté, donc ça m'étonnerait que ce vote de gouvernance soit refusé. Par contre,
refusé, approuvé ou pas, hein, dans tous les cas on peut quand même bridger sur Unichain. On a SolveBTC, je reviens vite fait dessus, j'en avais parlé aussi je crois dans le dernier DeFi Actu, donc ils intègrent Chainlink, le CCIP, donc ça pourrait leur permettre d'être plus transparent, mais aussi, je l'avais pas mentionné, ça permet de bridger du SolveBTC avec le CCIP. Alors ça se bridgeait déjà bien avec la technologie de Maison Finance, mais CCIP je crois que ça prend moins de frais, et c'est vrai que c'est un peu plus carré je trouve que Maison, désolé, même si j'aime bien Maison Finance, CCIP, je trouve que c'est au-dessus, je pense que c'est les plus stricts crédibles dans le game du bridge, et du coup on peut bridger du SolveBTC entre 6 écosystèmes, donc Base, Arbitrum, Avalanche, la BNB Chain, Ethereum et Linea. On peut aussi le bridger évidemment vers d'autres écosystèmes, mais ce sera avec l'ancien bridge, hein, ce sera pas encore disponible du côté de CCIP. Et d'ailleurs ça m'a fait découvrir ce protocole-là, Transporter, que je ne connaissais pas. Il y a d'autres tokens hein, que le SolveBTC qu'on peut bridger via le CCIP. Après, je le rappelle hein, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, ce bridge, certes ça prend très peu de frais, c'est plutôt simple à utiliser. Par contre, ça prend quand même du temps, hein. Ça prend une vingtaine de minutes, je crois, un bridge, donc prenez votre mal en patience si vous utilisez le CCIP. Un petit rappel sur Layer 3, ils ont lancé un système de compétition entre guildes, que vous soyez de la guilde des carabistouilleurs ou même d'une autre guilde, il n'y a pas de mal, hein. Vous avez le droit d'appartenir à une autre guilde, et j'ai fait une vidéo sur le sujet, si ça peut vous intéresser. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer aussi qu'il y a certaines vidéos qui sont déjà en ligne pour les membres, je continue de mettre ça en place, ceux qui peuvent se permettre de soutenir la chaîne, et vous avez quelques vidéos en avance. Bon, les DeFi Actu, évidemment, ils vont pas sortir un jour en avance, mais tout ce qui va être rediff de live, tout ce qui va être format un petit peu secondaire, vous les avez en avance. Allez, on termine cette minute DeFi parce qu'elle est déjà bien longue avec DeFi Lama qui traque 65 applications décentralisées sur Sonic Labs, et mine de rien, Phantom, c'était un petit peu en train de devenir une blockchain fantôme, hein, sans mauvais jeu de mots. Sonic, du coup, le rebranding de cette blockchain, ça a l'air de plutôt bien fonctionner honnêtement, puisque la TVL sur Sonic monte en flèche, hein, on est à 357 millions de dollars de TVL, c'est plutôt linéaire, même si dans le lot on a des protocoles comme SolveBTC ou quoi que ce soit, on les connaît, il y a quelques liquidités un petit peu fantômes encore, sans mauvais jeu de mots, bon, c'est comme ça. Il y a quand même quelques trucs sympathiques à farmer sur Sonic, c'est pas non plus l'Eldorado, mais typiquement sur Silo Finance, on peut faire du lending sur de l'USDC, c'est pas si mauvais, on farme des points sur Sonic, donc honnêtement, ça se défend comme écosystème, c'est pas si mal. On fait un mini point Quadbo sur la DeFi, parce que j'ai vu un nouveau vault du côté de Superform qui a été lancé, le Super ETH, donc ça vous permet de gagner un rendement sur de l'Ethereum, qui est pas dingue non plus, hein, ça va utiliser Morpho et Euler Finance, donc on reste sur du protocole de lending, on va pas prendre le plus de risques non plus, mais ça permet d'avoir un rendement jusqu'à 6% d'après le post, et ça vous permet de gagner des points, des petits points en plus. Ils avaient déjà lancé un vault sur l'USDC que je trouve plutôt sympathique, pourquoi pas maintenant ce vault sur Ethereum. On termine cette vidéo d'actualité par un petit moment drama, voilà, j'avais fait un petit post sur Eagle Layer qui a fait réagir, parce que forcément, dès qu'on fait ce genre de post, ça fait réagir les gens, ça leur touche dans leur cocoro, et je suis qu'un vilain aigri à leurs yeux, donc j'ai critiqué quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai juste dit, ils sont où ceux qui vendaient Eigen à 10-20 $? Donc je parlais du token Eigen, et dans les commentaires, j'ai que des gens qui me parlent d'Eagle Layer, que ouais, non mais de toute façon, tu comprends rien, Eagle Layer c'est trop bien. Calmez-vous. Est-ce que vous oubliez pas un truc de base quand on investit sur un projet crypto? Le token et le projet, c'est deux choses bien différentes. Alors certes, c'est sexy sur le papier de se dire « Ouais, mais si le projet est bien, qu'il y a un token autour, je peux spéculer sur le token si le projet va s'apprécier, s'il va être de plus en plus utilisé. » Ouais, mais sauf que la corrélation ne marche pas toujours. Ethereum, c'est toujours autant utilisé, même si les frais sont bas, il y a toujours plein de choses qui se passent sur cet écosystème. Bon, je pense que j'enfonce des portes ouvertes en vous disant que l'action de prix d'Ethereum, c'était pas la meilleure sur 2024, et même depuis début 2025. Donc, c'est un petit rappel, pensez quand même à dissocier un petit peu le token des projets, surtout que bien souvent les tokens ils partent avec certains désavantages, hein, que ce soit des tokens alloués au VC, que ce soit des mauvaises tokenomics, de l'inflation, quoi que ce soit. Dissocier vraiment les projets des tokens, c'est important, et rappelez-vous,
pas de même pour aujourd'hui, on termine, on essaye de réfléchir un petit peu. Rappelez-vous de ce graphique, l'effet Dunning-Kruger. Donc c'est un graphique avec une courbe qui est un petit peu, c'est un petit peu fait au feeling on va dire, mais on a un niveau de confiance, on a un axe de confiance et un axe de compétence. Et en gros, quand on commence à avoir quelques compétences sur un sujet, on a un pic de confiance et on pense être hyper intelligent, hyper smart, et globalement, on arrive sur quelque chose qui s'appelle la montagne de la stupidité, hein, ça s'invente pas ce genre de terme, et typiquement, on est dans cette montagne quand on est sur son premier cycle, quand on est arrivé dans les cryptos depuis assez peu de temps, et c'est comme ça, il faut arriver, il faut faire des erreurs, et ensuite, on repartira de plus belle. Je suis content, moi mes erreurs, je les ai fait en 2021, 2022, et maintenant, j'estime que ça se passe un peu mieux pour moi sur mon parcours sur la DeFi, hein. J'ai plutôt bien passé l'année 2023, 2024, 2025 ça commence pas si mal, donc écoutez, hein, voilà, je continue mon chemin, mais pensez toujours à ce petit effet Dunning-Kruger, on tombe dedans plus souvent que ce qu'on l'imagine, que ce qu'on le pense, hein. Moi le premier évidemment. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.